Aujourd'hui, les figures tectoniques, on va voir comment représenter les figures de compression, de distension, d'extension et de décrochement. Pour les figures de compression, bien souvent sur les cartes, on observe ce symbole-là qui nous indique que nous sommes dans un système de failles dites inverses. Nous avons en fait ici une sphère qui permet d'indiquer le sens des pressions et des tensions. Donc c'est du niveau Bac plus 2. On ne va pas rentrer dans le détail sur la signification des parties blanches et noires. Globalement, les parties blanches indiquent les axes de pression, c'est-à-dire les secteurs en dilatation, et la partie noire indique l'axe des tensions, c'est-à-dire les secteurs en compression. Donc globalement, vous avez trois symboles, compression, distension, décrochement, que vous verrez sur des cartes. On vous signifiera simplement faille inverse, faille normale et décrochement. Pour la signification des sphères, donc des mécanismes au foyer, ça s'appelle, vous verrez ça pour ceux qui iront en licence. Donc, en compression, on va avoir plusieurs possibilités. D'abord, petit 1, on va voir si la roche est cassante. Comment est-ce qu'on va représenter ça? Donc si la roche est cassante, on démarre avec une stratigraphie à 3 couches. Donc je vous rappelle que la stratigraphie, c'est le principe de superposition des couches de roches de type sédimentaire. Donc on s'est trouvé au fond d'un océan ou dans un lac. Les sédiments apportés par la rivière se sont déposés au fond de ce lac. Les premiers à se déposer sont les A. Puis avec le temps, la couche de A a été recouverte par la B. Elle s'est tassée, elle a perdu son eau, elle s'est consolidée. Puis la C s'est déposée par-dessus la B, etc., etc. Donc on va se contenter de 3 couches. On est dans un système de compression. Donc on met des petites flèches qui indiquent qu'on comprime le système. Qu'est-ce qui va se passer? La roche, si elle est cassante, c'est-à-dire qu'elle est rigide, elle n'est pas capable de se déformer, elle va se fracturer. Donc il va y avoir un point de rupture. La roche va résister, il va y avoir une accumulation d'énergie et à un moment donné, il y aura un point de rupture qui sera atteint. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un bloc qui ne va pas bouger. Et on va avoir donc bien souvent une faille inclinée et le long de cette faille, ce qu'on appelle le miroir de la faille, le bloc va remonter. Donc je vais décaler ici mes couches. Je fais un petit décalage ici, donc j'ai A, B et C. Donc là j'ai ma faille. Je vais la mettre en marron. J'ai mes filles qui sont en train de s'éclater à la Wii U. Je ne sais pas si vous les entendez, moi je les entends. Donc on a ce bloc là qui remonte. Donc ici, on est toujours en système de compression. On a donc eu un raccourcissement horizontal. Et on a eu un épaississement vertical. Donc, on met ici la flèche du côté du bloc qui bouge. D'accord? Donc, pour savoir si c'est une faille inverse ou normale, on regarde le bloc qui est du côté de la pente de la faille, s'il est monté ou s'il est descendu. Donc là, ici, le bloc qui a bougé, qui est surélevé. Donc, il est remonté le long du miroir de faille. On est typiquement donc dans une faille inverse. Passons maintenant au cas d'une roche ductile, c'est-à-dire une roche qui est plutôt souple, malléable. Donc, nous repartons avec notre même système, des 3 couches A, B, C. Donc, je vous rappelle le principe de superposition, que la plus vieille est toujours en dessous. Voilà, pardon, si je mettais ma feuille au bon endroit, ça irait mieux. Comme d'habitude, je fortiche à ça, vous allez me dire. Donc, ne pas oublier de mettre nos flèches indiquant la compression. Tiens, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je n'ai pas mis la légende.
Voilà. Ici, nos roches sont capables de se déformer. C'est-à-dire qu'au lieu de résister jusqu'à casser, on va avoir une déformation, on va avoir un pli. Oh, qu'est-ce qu'elles sont moches mes mains. Alors, donc ici, on va avoir un pli qui va se former. Alors, il faudrait que je respecte bien. Comme je suis en compression, je dois toujours avoir un raccourcissement. Hein. Donc, faites attention. Donc, j'ai toujours mon A, B, C. Donc, j'ai un raccourcissement. Raccourcissement. J'ai un épaississement. Et donc là, j'ai un pli qui s'est formé. Donc, ne pas oublier de toujours continuer à mettre vos sens de contrainte. Donc là, j'ai un pli qui s'est formé. Donc là, j'ai ici l'axe de mon pli. D'accord? Alors, supposons maintenant que les contraintes continuent, que la roche n'arrive plus à absorber la pression, elle va finir par casser. On va donc avoir notre axe qui va devenir finalement une faille. Et c'est là que ça devient un peu plus difficile à dessiner. Donc ce qu'on va faire, on va dessiner notre faille comme repère. Donc on a bien notre C, B et A. Donc A, B, C. Mais voilà, comme ça a continué de comprimer, notre roche a cassé. Donc là, j'ai un décalage. Comme pour ma faille ici, mes couches ne se retrouvent plus l'une en face de l'autre. J'ai donc ici, par exemple, mon A, mon B, mon C. A, B, C. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite bêtise. Là, j'ai pas bien respecté l'épaisseur de mes couches. Vous voyez, là, elles sont plus fines que là. Ça va pas trop. Hein. Faut faire attention, c'est le jour du bac. Je sais, c'est pas évident. Bon. Le tout, c'est que vous en ayez conscience. Donc ici, j'ai une faille qui est apparue. Donc bien souvent, dans ces cas-là, on parle de pli-faille. D'accord? Voici la différence entre cette faille-là et celle-là. C'est que là, les strates sont toujours horizontales, elles n'ont pas été déformées. Donc ça veut dire que la roche a été cassante, elle était rigide. Là, la roche s'est d'abord déformée parce qu'elle était ductile, elle a absorbé l'énergie, elle s'est déformée, mais à un point qu'elle a fini par casser. Si la compression continue, qu'est-ce qui va se passer? Notre bloc ici, qui est remonté, va continuer d'avancer sur le miroir de faille et on va avoir cette fois donc un aplatissement de la faille et on va avoir finalement ce qu'on appelle un chevauchement, c'est-à-dire qu'on va avoir un réel décalage et on va avoir une nappe qui passe par-dessus. Donc A, B, C, A, B, C, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Donc ce morceau-là, il va par là, ce morceau-là va par là, et ça se passe par-dessus. Comme ça. Alors en fait, si je fais bien, avec mes mains, je fais mon pli, ça roule, et hop, ça glisse par-dessus. Oh, elles sont vraiment moches mes mains. Voilà, donc là, j'ai un chevauchement qui se fait. Alors, chevauchement, si on est sur quelques kilomètres. Si ça se déplace sur plusieurs kilomètres, on parle de nappe de charriage. Alors, je ne sais jamais si charriage, ça prend 2 R ou pas. Si, je crois. Bon, vous allez me dire, pour une prof, elle fait des fautes. Bah ouais. J'ai pas honte de le dire, j'étais dyslexique. Ça m'a pas empêché de réussir. Bon, nappe de charriage. Attendez, je vais remettre un peu de stylo, ça se verra mieux. Voilà.
Donc si ça se déplace sur plusieurs kilomètres, 20, 30, 40, 50 kilomètres, on parle de nappe de charriage, comme par exemple la nappe de Digne dans les Alpes. Ça va pour tout le monde pour la compression? On va passer à la distension. Alors pour la distension ou l'extension, le symbole sera donc inverse, c'est-à-dire qu'on a du blanc au centre et du noir à l'extérieur. D'accord? Ça veut dire que les zones de dilatation sont au centre et les zones qui subissent des compressions sont à l'extérieur. Donc si on dilate au centre, on va pousser vers l'extérieur, donc en fait on étire. On part du même système où on a une stratigraphie à 3 couches, A, B, C. Voilà, alors le chose de bac, vous pouvez mettre des couleurs, hein, mais si vous n'avez pas le temps, vous mettez des lettres. Donc par contre, mettez pas A en haut, B et C, c'est pas logique. Hein. L'alphabet c'est A, B, C, D, donc A c'est la première, donc la première déposée c'est celle qui est en bas. Donc là on a une distension, donc les flèches sont dans l'autre sens, on écarte le système. Il va y avoir un moment donné où les roches, si elles sont rigides, elles vont être cassantes, elles vont pas supporter, et on va avoir donc une faille qui va apparaître. On aura donc une fracture. Voilà. Et on va avoir effondrement du bloc du côté de la pente de la faille. Ce qui veut dire que mes couches ABC dans la partie droite de mon schéma restent au même niveau. D'accord? Par contre, elles décalent vers le bas. Donc je vais dessiner un peu plus. Par exemple, je vais faire arriver mon A là, mon B là, mon C là. Et donc au final, je vais avoir ici un allongement de la distance. Ok? Donc, en théorie, si j'ai bien fait mon schéma, si là j'ai à peu près 3 cm,3, là je devrais avoir plus. Ouais, j'ai à 3 cm,6. Hein, donc faites attention. Trichotez un peu si vous voyez que c'est pas assez long. Vous rallongez vos traits. Donc votre système, votre bloc, il bascule. Hop, j'ai oublié de fermer mes blocs ici. C'est toujours mieux de les fermer, ça fait plus propre. Voilà. Oui, vous voyez, là, je les avais fermés. Donc là, on voit très bien l'allongement. Donc ici, on a... Alors, en général, on ne met pas les deux côtés de la flèche. Voilà, on n'en met qu'un. Donc, on met bien la faille. Et ici, le sens. Donc, le bloc ici, effondré. Donc, on regarde toujours la pente de la faille. Et on regarde le mouvement du bloc côté pente. Si le bloc est remonté, c'est une faille inverse. Si le bloc est descendu, c'est une faille normale. Maintenant, on va s'intéresser au cas d'une roche qui, cette fois, est ductile. De roche ductile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va toujours avoir notre ABC. On va étirer. Donc tiens, j'ai oublié de mettre mes flèches là. Bon, je ne vais pas refaire le premier dessin, c'est le même cas. La roche est ductile, comme du chewing-gum. Vous allez prendre du chewing-gum ou de la pâte à fixe. Alors, c'est pas un chewing-gum que j'ai pris là, c'est de la pâte à fixe. Hein, vous avez une couche de roche, même taille, homogène, et vous tirez. Elle s'affine et elle va finir par casser. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Donc, vous allez devoir faire votre première étape, ça va être celui-là. Puis après, vous allez avoir d'abord donc un étirement. Donc, vous allongez votre bloc. Vous voyez, hein, je l'ai fait plus grand. Vous affinez vos couches par contre. On a A, B, C. Donc, comme on a un étirement, on a un affinement. Si vous ne croyez pas, prenez votre chewing-gum et étirez. Donc, on a un allongement. Ici. En hauteur, on a un affinement.
Et qu'est-ce qui va se passer? Il arrivera un moment donné où les roches ne sont plus capables de s'étirer et on va avoir la faille. Et donc attention, par rapport à ce dessin-là, mes couches sont plus fines parce qu'elles se sont étirées. Donc je garde mon alignement de mes couches du bloc de droite. Voilà, donc lui il n'a pas bougé, A, B, C. Par contre, les couches se sont décalées, alors plus ou moins, hein, je peux faire un décalage extrême si je veux. On va faire un décalage extrême. Voilà, donc A, B, C. Je fais attention. Si j'ai 4 cm ici, je dois avoir un petit peu plus là. Ouais, voyez. Ah, il faut que j'allonge mes traits au moins jusque là. Puisque j'ai continué. Ah ouais, si je restais sous la caméra, ce serait bien. Donc je disais, là j'ai 4 cm. Il faut qu'au total ici, j'ai plus que 4, hein, puisque j'ai allongé. Alors, je me suis aperçue que j'ai pas assez allongé. Donc on trichote un peu, on rallonge les deux côtés. Et le blanc, la gomme, ça sert toujours. Voilà, donc là je dois avoir encore un allongement. Puisque j'ai cassé et j'ai un bloc qui a basculé. Ça va? Voilà, si je faisais les choses droites, ça irait mieux. Donc, j'ai d'abord un étirement. Puis après, j'ai cassure. Ok? Donc ça, c'est mon départ. Là, j'ai cassure. Directement, parce que ma roche est cassante, elle est rigide. Donc au départ, si j'ai une roche cassante, j'ai cassure. Et si j'ai une roche ductile, j'ai d'abord étirement, puis après j'ai cassure. Ça va pour tout le monde? Alors maintenant, on va parler du cas particulier. Donc là, je m'adresse plus au terminal. Quoique, non, en première S aussi, vous en parlez. On va parler d'une extension touchant les bords de continent, ce qu'on appelle les marges passives. Et c'est ce qu'on appelle les failles listriques. Failles listriques sur les marges passives. Donc je vous rappelle que quand on parle de marge, on parle d'une bordure de continent. Les bordures de continent peuvent être actives parce que notre continent, la bordure de ce continent correspond à une limite de plaque et donc elle est en confrontation avec une autre plaque. Donc soit on a compression, soit on a extension. Bref, une marge active, c'est une marge sur laquelle on a une activité soit sismique, soit volcanique du continent. Sur les marges passives d'un continent, ça va être le cas par exemple de l'Afrique de l'Ouest, on n'est pas en bordure de plaque lithosphérique, on est au centre d'une plaque lithosphérique, donc on n'a pas d'activité. Par contre, on a une jonction entre croûte continentale et croûte océanique. On va avoir une croûte continentale qui fait dans les 30 km d'épaisseur qui doit rejoindre une croûte océanique qui en fait que 7 km d'épaisseur. Et donc la bordure de notre continent va régulièrement s'effondrer et on va avoir à ce niveau-là une sédimentation particulière. Donc là, il va falloir bien suivre. C'est un petit peu compliqué. Je vais donc dessiner. Je vais faire 4 étapes. On va démarrer avec ici un fond. Je vais dessiner la mer. Alors, vous voyez pas belle ma mer. Je suis en bordure de mon continent. D'accord? C'est encore de la croûte continentale. Là, j'ai l'atmosphère au-dessus. Donc, je vais plutôt mettre mer ici. Atmosphère là. Là, je suis dans la croûte. Faut savoir que quand vous vous baignez dans la mer, vous n'êtes pas tout de suite sur de la croûte océanique. Vous êtes sur de la croûte continentale. Si je mettais de lumière, ça va mieux ou pas? Ça commence à être la fin de la journée, du coup, au niveau lumière, c'est pas top pour les films. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mes filles sont devant la Wii U, elles me foutent la paix, alors j'en profite. Donc oui, donc quand vous vous baignez, vous marchez encore sur la croûte continentale pendant une certaine distance. Donc, en supposant qu'on est à ce niveau-là, donc une extension. On va avoir un effondrement qui va se faire du côté mer, côté croûte océanique, et on va avoir des failles qui sont incurvées. C'est ce qu'on appelle des failles
listriques. D'accord? Les failles sont incurvées. Donc faille listrique. Ça veut dire que le bloc là, il descend en s'incurvant. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça va donner? Faisons l'étape suivante. Je vais faire 4 dessins. Je sépare mon petit schéma en 4 parties. Je fais des pointillés. Pour pas mélanger les légendes. D'accord? Voilà. Donc j'ai mes failles électriques qui se mettent en place. Donc mes blocs ici vont glisser de manière incurvée. Donc quand je vais dessiner ce qui se passe, là, c'est ça. J'ai ma première faille électrique qui s'est mise en place là. Donc mon bloc qui est ici va glisser comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pris ici, j'ai 2 cm. Je vais remettre mon point à 2 cm. J'ai pas laissé assez de place. Donc là, j'ai mon point ici. J'ai ma deuxième faille qui est là. Hop, je ne l'ai pas incurvé de la même façon. Vous allez me dire, elle arrête pas de mettre du blanc. Bah ouais, ben on fait les choses bien, on les fait pas. Hein. C'est pas évident à dessiner. Hein. Donc là, mon bloc, il a basculé. Donc il a fait un petit trou. Ce bloc-là va faire la même chose. Il va basculer. Et on va avoir une sorte de profil en escalier. Donc là, on est toujours sous la mer. Sauf que voilà. Donc là, c'est le premier basculement des blocs. Sauf qu'on est dans la mer. Et dans la mer, qu'est-ce qui se passe? On a des sédiments qui se déposent. Donc les sédiments vont finir par remplir cette cuvette-là. Pareil à côté. Les sédiments vont se déposer. Tac et tac, ça va remplir la cuvette. On va supposer que notre extension continue. On va avoir encore un mouvement de terrain. Le bloc va continuer de basculer. Sauf qu'en basculant, il va entraîner avec lui les sédiments. Donc, je continue. Alors, question, je continue là ou là? On va faire l'histoire comme ça. D'accord? Ça va pour l'histoire? L'ordre des images? Pour que ce soit plus facile. Donc, j'ai mon niveau là. J'ai ma faille listrique là. Ma deuxième là. Et mon bloc. J'ai trouvé un truc plus fin. Tiens, ma pince à épiler, ça le fait ou pas? Ouais. Là, maintenant que j'ai mon niveau 0, là, vous voyez, ben mon niveau, tout mon bloc là, le blanc plus le bleu, tout va basculer. Donc je vais redescendre mon niveau bleu. Ça va redescendre. Donc mon niveau bleu, il va arriver là. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, j'avais mon bloc. Donc ça, j'ai mon bloc avec le sédiment qui a basculé. Là, si j'ai mon autre point, mon bleu de sédiment qui a basculé avec mon bloc. Donc là, j'ai mon deuxième basculement. Hop, des blocs. Je suis toujours sous la mer. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je bascule. Alors je vais remettre en jaune mes failles. Toujours mes failles électriques. Je vais prendre une couleur qui se voit bien. On va chercher un rose par exemple. Et bien comme je suis dans la mer, bah, j'ai mes sédiments qui se déposent, qui remplissent la cuvette. Résultat, je vais avoir, hop, un remplissage de cette petite cuvette. Vous voyez où je veux en venir? Les terminales, je suis sûre. Vous avez étudié ça.
Et en supposant que ma compression continue, on va encore faire un troisième basculement. Donc je redémarre, j'ai mon niveau là, j'ai ma faille électrique là, mon autre faille électrique là, le départ de la troisième, donc je les repasse en jaune. J'ai donc mon bloc qui rebascule une troisième fois, donc mon niveau de mon bloc c'est encore décalé. Là j'ai mon bleu, là j'ai mon rose. Ah ah, je l'ai pas fait assez bas. On va remettre du blanc. Vous allez dire la prof elle doit consommer un paquet de blanc dans sa vie. Ouais. Oh bah écoutez, on fait les choses bien, on les fait pas. Hein. Donc là, j'ai mon bleu. Donc pareil ici. J'ai mon bleu. Mon toit de mon bloc de départ. Hein, ce qu'on appelle le toit, c'est le sommet du bloc. Mais il m'énerve ce jaune, pourquoi il bouge tout le temps? J'ai mon bloc rose qui a également basculé. Et comme donc l'ensemble du bloc a basculé, j'ai encore un trou. Et je vais pouvoir le remplir avec troisième série de sédiments parce que je suis toujours sous la mer. Tagadette, soin de soin. Donc là, je les mets en vert. Et c'est ce qu'on appelle des dépôts de sédiments en éventail. Et ça, quand on veut prouver qu'une chaîne de montagne, avant d'être une chaîne de montagne, s'il y avait un océan à la place et que dans la carte géologique de la chaîne de montagne, on trouve des sédiments en éventail comme ça, on peut dire que si dans cette chaîne de montagne, il y a des sédiments en éventail, c'est qu'auparavant, avant que tout soit mis en surface, on était sur une marge passive d'un continent. Donc on avait bien un océan. Donc là, on est au troisième basculement des blocs. Donc les blocs, ils sont ici. D'accord? C'est de la croûte. On les retrouve, les blocs là. Ça va pour tout le monde? Donc on appelle ça des sédiments en éventail. Voilà. On a donc fait la compression, la distension. Maintenant, on va s'intéresser au décrochement. Pour le décrochement, sur les cartes, le décrochement est représenté de cette manière. On a donc une sphère avec deux zones de compression et deux zones de dilatation. Alors un décrochement, qu'est-ce que c'est? Vu du dessus, on va avoir, par exemple, si j'ai une route ici, donc là c'est de l'herbe, oh là là, on voit pas grand chose, faut que je zoome. Donc vu de dessus, je suis dans un petit avion, là j'ai une route, j'ai de l'herbe, et qu'est-ce qui se passe? J'ai une faille décrochante qui se met en place, donc ici, faille décrochante, et donc je dessine mon dessin en supposant que la partie basse ne bouge pas, j'ai mon herbe toujours là, et j'ai ma partie droite qui va se décaler par exemple. Donc ma route va se retrouver ici. Voilà. J'ai un décalage. Donc ce morceau-là parti par là, ce morceau-là parti par là. Ça se verra un peu mieux. Donc c'est ce qu'on appelle un décrochement. Alors on va distinguer le décrochement dextre et sénestre, c'est-à-dire pour un petit bonhomme qui se trouve sur le bloc qui ne bouge pas, le bloc ici est parti à droite, on dit donc que c'est un décrochement dextre.
Si mon petit bonhomme observe que le bloc est parti à gauche, c'est-à-dire ici, on a donc un décrochement sénestre. Donc ça, c'est vu de dessus. On va essayer de représenter ça en 3D. Un décrochement dextre, un décrochement sénestre. Alors, on va s'intéresser d'abord au dextre. Je vais me mettre ici, j'ai un parallélépipède. Hop. D'accord. J'ai ma faille qui se met là. Mon petit bonhomme, il est là. Il regarde par ici. Et ce bloc-là va se décaler. Relativement, celui-ci fait ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne en dessin un bloc avec sa faille. Ici, là. Et l'autre partie du bloc qui s'est décalée. Là. Et mon petit bonhomme, il est là. Et il a vu. Oh, tiens, on met une petite fleur ici. Il a vu la petite fleur partir, se décaler. Donc là, on voit apparaître le miroir de faille. Donc ça, c'est le plan de faille qu'on appelle aussi le miroir. En général, c'est bien lisse, la roche, elle a frotté. Voilà, donc ici, on est dans un décrochement dextre. D'accord? Pour le petit bonhomme qui regarde par là. Qu'est-ce que j'ai fichu? Le petit bonhomme, il regarde, ça va à gauche. Oh, mais c'est planté, c'est fait un petit truc qui va à gauche. Ben voilà, hein. Ça c'est moi. Hein. J'ai pas fait attention. Je suis partie dans mon dessin. Est-ce que c'est le plus facile à dessiner? C'est le sénestre. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va trichoter dans la présentation. Hop, on va tracer un petit trait. Voilà. Et on va séparer les deux. Alors, vous allez me dire, c'est pas logique. Hein. J'ai commencé à faire un dextre là et je dessine un sénestre dessous. Bah ouais. Et ben qu'est-ce que vous voulez? Bah, vous ferez attention quand vous ferez votre schéma, vous intervertirez, c'est tout. Hein. Je ne vais pas mettre du blanc partout. Donc là, on a décrochement sénestre pour l'observateur sur le bloc fixe. Le bloc qui bouge va vers la gauche. Donc décrochement sénestre. Alors on va maintenant faire un décrochement dextre car on va pas applaudir. On va refaire notre bloc. Et là vous avez pigé. Tous les deux, notre petit bonhomme il est là. Il regarde par là. Notre petite fleur elle est là. Et le bloc il va avancer. Comprenez pourquoi machinalement je me suis plantée, parce que là c'est plus dur à représenter. Donc ici qu'on va faire, on va déjà représenter celui-là. On a donc notre bloc ici avec la faille là. Donc lui il n'a pas bougé, notre petit bonhomme. Et ce bloc là, il avance par là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'avance mon bloc par ici. Donc là, j'ai mon bloc qui s'est avancé. Donc derrière, j'ai mon miroir de faille qui est visible. Donc là, il faut que je mette du blanc.
Vous allez me dire, bah, elle a encore du blanc. Bah oui, mais c'est le seul moyen hein, pour qu'on y arrive. Hein, parce que moi, j'y arrive pas. Si je dessine pas mon miroir de départ, je vois pas. Là, maintenant, vous le voyez. Vous le voyez que mon bloc, il a avancé. Comme ça vous va? Donc, ma petite fleur, elle s'est déplacée. Donc, pour ici, là, j'ai un décrochement dextre. C'est-à-dire que pour l'observateur, sur le bloc fixe, le bloc qui bouge va vers la droite. Voilà. Pigé? Vous y arrivez? Donc là, vous voyez, c'est pas logique. Hein. On fait souvent des erreurs comme ça. Bon bah, allez. L'erreur est humaine. Nul n'est parfait. Voilà. Votre feuille bilan sur les figures tectoniques, elle doit ressembler à ça. Donc si vous voulez vous faire une petite fiche de révision, vous faites ça. Donc je vais la scanner puis je la mettrai sur mon site. Bye bye.